la mort, nous y aurons tous droit. Ou pas? Depuis que l'humanité existe, une même angoisse nous poursuit, celle de mourir. Des mythes anciens de la fontaine de jouvence aux élixirs d'immortalité des alchimistes, en passant par les rituels sacrés et moins sacrés, censés prolonger la vie, l'homme a toujours refusé d'accepter sa fin comme une fatalité. Et aujourd'hui, cette obsession ne s'est pas éteinte, elle a simplement changé de forme. Cryogénisation, transfert de conscience, biotechnologie, intelligence artificielle, la course contre la montre est plus vivante que jamais. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour échapper à l'inévitable? Bon, ça paraît fou, mais il y a certaines techniques visant à prolonger la vie qui se font déjà, et d'autres qui ont pour ambition rien de moins que l'immortalité. Soit en cours d'étude, soit dont l'existence future reste théorique et repose sur le développement de plusieurs secteurs créés par l'homme dans le futur. Bienvenue sur Factually Yours, la chaîne qui illumine l'inconnu. L'idée que le sang pourrait être un élixir de jouvence ne date pas d'hier. Depuis des siècles, les mythes et les légendes en font un symbole de vie éternelle. Des vampires immortels, de la littérature gothique, aux histoires médiévales de bains de sang, la fascination est toujours là. Le sang, surtout celui des jeunes, serait porteur de vitalité et de force. Mais la question mérite d'être posée. Et si, derrière ces fictions, il y avait une part de vérité scientifique? Alexandre Bogdanov, né en 1873 et mort en 1928, était un médecin, écrivain de science-fiction et révolutionnaire russe, mais aussi un précurseur visionnaire et imprudent. Convaincu que le sang jeune pourrait rajeunir le corps et prolonger la vie, il se soumit à plus de 10 transfusions, échangeant son sang avec celui de jeunes volontaires, souvent des étudiants. Bogdanov affirma ressentir après chaque séance une amélioration de sa vue, une diminution de sa calvitie et une meilleure santé générale. Enthousiasmé, il fonda même l'Institut de transfusion sanguine de Moscou. Mais son obsession finit par lui coûter la vie. En 1928, lors d'une transfusion avec un étudiant atteint de tuberculose et de malaria, il contracta les deux maladies simultanément et mourut peu après. Tragique ironie pour celui qui pensait avoir trouvé l'élixir de jouvence, mais dont les travaux ont néanmoins ouvert la voie à la transfusion moderne. La parabiose, qu'est-ce que c'est? En science, on parle de parabiose pour désigner la mise en place d'une circulation sanguine commune entre deux organismes vivants. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit de parabiose hétérochronique. L'expérience la plus célèbre est celle de Thomas Rando, chercheur à Stanford, qui a relié une vieille souris à une jeune pendant plusieurs jours et observé un phénomène étonnant. La vieille souris semblait littéralement rajeunir. Le principe est simple à expliquer, mais vertigineux dans ses implications. On prend du sang ou du plasma d'un organisme jeune, on le transfuse à un organisme plus âgé. On espère que les facteurs présents dans le sang jeune vont stimuler les cellules souches des organes vieillissants. Les cellules souches sont des cellules spéciales, capables de se renouveler et de se transformer en différents types cellulaires pour réparer ou remplacer les tissus. Or, le vieillissement correspond en grande partie à une perte de cette capacité de régénération. Si on pouvait réactiver ces cellules, on pourrait théoriquement inverser certains aspects du vieillissement. En 2014, une équipe menée par Amy Wagers et Lee Rubin à l'université Harvard a identifié un acteur clé de ce processus, la GDF11. Cette protéine présente chez la souris et chez l'homme est impliquée dans la différenciation cellulaire durant le développement embryonnaire. Injectée à des souris âgées, elle a montré des effets spectaculaires. Amélioration de la fonction cardiaque, restauration de la force musculaire, multiplication des cellules souches neurales, formation de nouveaux vaisseaux sanguins, et même des effets sur le cerveau, avec une meilleure mémoire et de meilleures capacités d'apprentissage. Ces résultats ont enflammé la communauté scientifique, mais aussi attiré l'attention de certains acteurs bien moins désintéressés. Aux États-Unis, le vieillissement n'est pas considéré comme une maladie. Résultat, la Food and Drug Administration, FDA, n'a pas de cadre strict pour interdire ou réguler ce genre de pratique. C'est ainsi qu'est apparue une start-up au nom évocateur, Ambrosia, référence au breuvage des dieux dans la mythologie grecque. Fondée par un ancien de PayPal, cette entreprise proposait pour environ 8 000 $ la perfusion de vous injecter du plasma de donneurs âgés de 16 à 25 ans pour rajeunir.
Les donneurs, souvent étudiants ou jeunes travailleurs, des personnes fortunées, prêtes à payer pour quelques millilitres de jeunesse, au lieu que ce plasma serve à des patients en réel besoin médical, comme les grands brûlés ou les hémophiles par exemple. Après quelques années de controverses, la FDA finit par publier un avertissement en 2019 rappelant l'absence de preuves solides et les risques potentiels. Ce que l'on oublie parfois de dire, c'est que la parabiose n'est pas une magie unilatérale. En 2005, Michael Conboy et son équipe ont montré que si la vieille souris rajeunit, la jeune, elle, vieillit prématurément. Ses tissus se dégradent plus vite, ses capacités se réduisent. En clair, il y a un transfert de vitalité, mais il se fait aux dépens du plus jeune. Cette observation donne un goût encore plus inquiétant au parallèle avec la fiction vampirique. Ici, le vampire n'assure pas directement le sang, mais les conséquences sont étrangement similaires. Autre limite, les effets de la parabiose ne durent pas. Une fois les souris séparées, la vieille souris perd à nouveau ses avantages et redevient vieille. Le processus n'offre donc pas une cure définitive, mais un boost temporaire. Malgré les dérives commerciales, certaines recherches sérieuses continuent. Les travaux de Tony Wyss-Corey à Stanford explorent l'usage du plasma jaune pour améliorer la mémoire et l'apprentissage, notamment dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Des sociétés comme Alcaest travaillent à isoler et reproduire en laboratoire les molécules bénéfiques, comme la GDF11, pour éviter les transfusions directes et le risque. Ces recherches touchent à des zones sensibles. Où s'arrête la médecine? Où commence le transhumanisme? Jusqu'où peut-on aller pour retarder la mort ou optimiser le corps humain? Et surtout, qui y aura accès? On voit poindre le risque d'un monde à deux vitesses. D'un côté, des élites capables de prolonger leur jeunesse à coups de traitements coûteux, de l'autre, une majorité laissée à la vieillesse naturelle. Le parallèle avec les vampires n'a jamais été aussi saisissant. Un vieux riche décrépit, qui paie un jeune dans le besoin pour lui donner un peu de son sang. On est loin de la pure science-fiction, c'est déjà une réalité, et les débats éthiques ne font que commencer. Je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 4.